J'espère que tout le monde voit mon écran. Oui. L'enregistrement. Ok, parfait. Maintenant, on va parler d'un sujet un petit peu sensible qui est la gestion au niveau des évolutions de Visitive PLM et surtout la problématique de la migration. C'est une problématique qui revient, qui est un petit peu récurrente. Je vais vous faire un petit rappel historique de ce que représentent en fait les différentes évolutions de Visitive PLM. On va parler de la migration en général. Ensuite, comment aborder la migration de point de vue technique ou de point de vue fonctionnel. Donc, en fait, pour les anciens, ça va faire un petit rappel, on va verser une petite larme pour l'histoire. Donc, je ne vais pas remonter sur les toutes premières versions d'Odros, mais je vais au moins remonter en 2006 sur la version 6. On avait un modèle de données qui n'était pas du tout standard. Donc, on arrivait chez le client avec une grosse boîte à outils, on disait de quoi vous avez besoin, on crée des classes d'objets, on crée des données, et en fait, on démarrait directement en mode, entre guillemets, spécifique. En 2012, la version 7 est arrivée, le modèle de données était un petit peu standardisé, donc on a un petit peu consolidé les besoins qui avaient été identifiés chez les clients pour essayer de faire une solution pré-packagée pour pouvoir la mettre en œuvre plus rapidement chez les clients. Et on a intégré ce qu'on appelle les vues graphiques, en fait, qui permettaient de commencer à rendre le système un peu plus visuellement intéressant par rapport à ce qu'on faisait avant avec les vues qu'on appelle tabulaires. En 2013 est apparue la version 7.5, où là, on a un modèle de données qui a été internationalisé, on va dire, mais qui était quand même globalement assez proche de la version 7. La version 8, c'est l'arrivée en gros des fonctionnalités plutôt web et l'apparition, on va dire, de AWS et les premières versions de Flowboard, donc le Gantt projet. Ça, c'était en 2015. En version 9, donc, qui est sortie en 2019, on a eu une grosse évolution du modèle de données. Donc, c'est peut-être là où il y a eu un gros virage qui a été pris. On a commencé à intégrer les notions plus PLM de type MBOM, IBOM, MBOM. Maintenant, on parle plutôt de XBOM que de MBOM, en fait. Hein. Je vous dirai pourquoi après. On a commencé à parler des apps, donc c'est une interface plus orientée web et plus, on va dire, plus moderne que ce qu'on avait été capable de faire avec AWS. Et puis, en fait, on a intégré quelques évolutions sur la gestion de projet et la gestion des plans d'action. En version 9.7, en 2020, on est apparu le configurateur d'apps. Donc là, il y a un autre atelier qui vous présente comment va se passer la configuration des apps. Okay. Et puis, on a changé notre ancien éditeur qui s'appelait PSPad. On l'a changé pour un éditeur un peu plus standard et plus moderne, donc VS Code. En 2021, on a fait une évolution importante qui était autour de Docstar, qui était la valorisation côté serveur des documents Office. Donc, depuis la version 10, il n'est plus utile d'avoir Word ou Excel installé sur les serveurs. Directement, on utilise des fonctionnalités, d'ailleurs issues du groupe Visiative, hein, qui était déjà utilisé par le groupe Visiative pour valoriser les documents Office. Principal gain, en réalité, c'est les performances. Hein. On a des performances sans commune mesure. On est au moins 10 fois plus rapide. Ensuite, la version 11, donc c'est la nouvelle version qu'on vous a présentée ce matin, d'accord. On a parlé donc de la visionneuse de documents. Ça, c'est une première évolution intéressante. Et puis, la grosse évolution sur la partie gestion des modifications ECR, ECO, et l'ajout du support de la gestion d'équipe qui permet en fait d'apporter, alors ça n'impacte pas les droits utilisateurs, mais par contre, en termes d'organisation, ça permet de mieux diffuser l'information au sein des équipes. Avance. C'est bon, pardon. Donc, pour fixer quelques écrans sur ce qui s'était passé, en version 6.1, on l'a encore vu d'ailleurs ce matin, on avait des vues qui étaient des vues tabulaires et des modules principalement orientés Java. Ça, c'était le début. Ensuite, on a commencé à mettre en version 7, je vous disais, les vues graphiques, d'accord, avec l'apport de GUI Designer.
En 7.5 est apparu SE Manager et les fonctionnalités de type Gantt côté Flowboard. Je passe un peu vite parce que c'est pas... En version 8, on a amené pas mal d'évolutions sur des modules existants et on a ramené les abonnements et formats flow. Ensuite, en version 9, c'est le modèle de données PLM avec la gestion des nomenclatures et les apps. En version 9.7, c'est le configurateur d'apps. Donc, c'est une interface web qui permet en fait de définir vos apps. En version 10, c'est ce qu'on appelle le portail d'apps, qui est un petit peu fédérateur de tous les modules de Visative PLM, qui permet de lancer tout. Et on est en mode, on a une meilleure intégration du mode LDAP et le mode HTTPS qu'on a diffusé par défaut partout, puisqu'en fait, c'est un petit peu la norme maintenant. Hein. Et en version 11, on a, Odros disparaît au profit de Visative PLM, fait disparaître, il ne disparaît pas, il est renommé. On a fait des évolutions fonctionnelles et visuelles du produit pour les apps. On a fait évoluer les modèles de données, notamment pour les ECR, les ECO, les actions et les équipes. Et les modules principaux qui sont apparus, qui ont bougé, en fait, c'est le PLM, le desktop et le web. En version 11, les nouvelles interfaces d'apps et la nouvelle interface du PLM avec un nouveau modèle de données. Maintenant, on va parler un peu plus de migration. Alors, c'est un sujet qui est très sensible parce qu'en fait, il y a énormément de coûts cachés derrière tout ça. La première question, quand on doit aborder la migration, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on migre. Alors, c'est tout bête, hein, mais c'est important de savoir pourquoi on migre. Là, ça peut être des questions d'obsolescence matérielle. Un exemple tout simple, et je ne vais pas faire un parallèle sur Visative PLM, mais sur la CAO, par exemple. Vous achetez une station de travail CAO. Votre station de travail, vous avez un SolidWorks ou un SolidEdge, eh ben, elle embarque des drivers. Les drivers sont supportés par des CAO. Si votre nouvelle station CAO ne supporte pas votre vieille CAO, vous êtes obligé de migrer votre logiciel de CAO. Ça veut dire que quelque part, l'obsolescence matérielle impose à terme, de toute manière, de faire une mise à jour logicielle pour des questions de compatibilité hardware-software. Ça, c'est un premier sujet. Ensuite, on a le support. Clairement, les éditeurs ne sont pas capables, et pas plus nous que n'importe lesquels, on ne peut pas assurer de la maintenance sur toute l'histoire depuis 20 ans ou 25 ans sur les outils. Donc, on est obligé de se concentrer sur les dernières versions, entre guillemets, des produits. Les CAO font pareil, ils garantissent du support sur 3 versions, nous, on fait la même chose. Okay. Donc, quelqu'un qui est sur une très vieille version du produit, il faut savoir qu'un jour, il aura des problématiques liées à l'obsolescence du matériel et au fait qu'il ne peut plus obtenir de support. Ensuite, il y a la sécurité. Quand on fait des mises à jour, on apporte des nouveaux composants à jour pour des questions de sécurité. Ça, c'est important. On a même un certain nombre de clients qui nous demandent les versions de nos composants en nous disant, attention, ce composant-là, il y a des failles de sécurité, il faudrait que vous évoluiez. OK ? Après, vous pouvez très bien avoir des nouveaux besoins. Les nouveaux besoins, ils sont peut-être pas couverts par les anciennes versions du produit, mais peut-être déjà couverts par les nouvelles versions du produit. D'accord ? Et ensuite, une autre motivation qu'on retrouve assez fréquemment, c'est on veut se rapprocher du standard parce qu'on a eu fait à une époque, parce qu'on est des anciens clients, on a eu fait beaucoup de spécifiques qui deviennent de plus en plus difficiles de maintenir. Donc, on a envie de confier notre maintenance à l'éditeur. Donc, pour faire ça, on se rapproche du standard. Il peut y avoir d'autres motivations, mais c'est très souvent les premières questions qu'on se pose quand on aborde la problématique de la migration. Ensuite, en fonction des objectifs qu'on se pose, en fait, on a principalement 2 types de migration. Une migration plus technique, d'accord, qui peut régler une partie des problèmes, et puis une migration plus fonctionnelle. D'accord? Ce matin, Audrey, elle a hésité à chercher le terme pour dire qu'ils font une migration plus limitée rapidement en version 11. C'est parce qu'en réalité, ils sont partis d'abord sur une migration plus technique. Okay. Après, on peut décider de faire une migration fonctionnelle ou le faire en 2 temps. D'abord technique, puis fonctionnelle. Je vais avancer un peu. Alors, la migration technique, en fait, c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients? Alors, cette migration, on va la réserver exclusivement
dans un objectif de maintenir sa solution utilisable sans évolution ou sans amélioration. En tout cas, amélioration notable. OK? C'est quoi les avantages? Forcément, l'investissement il est minimal. On va mettre en place les derniers composants techniques pour des questions de sécurité. Et la mise en œuvre sera, alors je dis entre guillemets, rapide, mais ça va dépendre un petit peu de votre historique. Donc il est difficile de vous dire, même tout de suite là, en 3 jours, c'est migré. En fait, ça va dépendre de toute façon de votre historique. Par contre, les inconvénients, c'est quoi? Il faut bien les connaître. C'est qu'on n'a pas la possibilité d'exploiter des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux modules. On va exploiter peut-être une nouvelle ergonomie, mais ce n'est pas un nouveau module. Si vous voulez utiliser les ECR et les ECO d'aujourd'hui, par exemple, eh bien, il va falloir se poser la question de la migration fonctionnelle. Ensuite, c'est quoi les inconvénients? C'est à tous les coups une éventuelle déception parce que malgré la dépense, il n'y a rien de vraiment visible pour les utilisateurs. Et ça, moi, je l'ai vécu aussi en tant que client. On fait une mise à jour, puis à la fin, on dit, bon, on a dépensé beaucoup, mais au bout du compte, on a la même chose. Alors, on n'a pas vraiment la même chose, mais vu de l'extérieur, ça donne cette impression-là. Et ensuite, bien sûr, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'amélioration des modes d'exploitation, puisqu'on n'a pas pu bénéficier d'évolution fonctionnelle. Maintenant, on va parler de migration fonctionnelle, puis après, je vous expliquerai comment on aborde ça. Donc, cette migration, on va la réserver principalement dans un objectif d'améliorer les usages et la couverture fonctionnelle. Alors, les avantages, c'est quoi? C'est que, bien sûr, comme pour les migrations techniques, c'est un préalable, en fait, hein, la pratique technique, on aura les derniers composants pour la sécurité. Ensuite, c'est une mise en œuvre qui permet de revoir ses usages. Ça veut dire qu'il faut déjà commencer par se reposer la question, dans le cadre de mon amélioration continue, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce que je peux améliorer, et est-ce que le produit peut m'aider? Ensuite, on va pouvoir utiliser des nouveaux modules. Donc, c'est améliorer l'existant et utiliser des nouveaux modules. Okay? Les inconvénients, c'est quoi? Parce qu'il y en a aussi forcément. Ça demande un travail d'analyse sur ses propres modes de fonctionnement dans le cadre de l'amélioration continue. Okay? Ça veut dire que vous allez vous dire, OK, on est déjà client, on connaît déjà le produit. Par contre, on va se faire un peu d'introspection, on va dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Okay? Donc, il faut être capable, il faut se dire, je repose mon organisation. Ensuite, bien sûr, il faut qu'il y ait un accompagnement méthodologique. Vous ne pouvez pas comme ça dire, je vais télécharger la nouvelle version, me mettre à jour et j'y vais tout seul. Il faut qu'on vous accompagne. Ensuite, de votre côté, il y a les utilisateurs qu'il va falloir aussi accompagner au changement. Puisque si vous changez les modes opératoires, la façon de traiter les ECO ou les ECR par exemple, ou la façon de traiter votre CAO, bien sûr, ça va avoir des impacts. Donc il faut se préparer, redocumenter et accompagner vos utilisateurs. Et bien sûr, c'est un investissement qu'il faut amortir. Donc amortir un investissement, il va falloir dire, on va travailler sur ce périmètre-là dans un premier temps, parce qu'on a un ROI qui est intéressant. Il va falloir ce qu'on appelle, des fois dans notre jargon, on va identifier des quick wins, c'est-à-dire on va chercher les actions qui nous vont faire dépenser le moins et qui vont nous rapporter le plus, au bout du compte. Donc le ROI. Alors maintenant, c'est quoi les vraies différences entre une version 11 d'aujourd'hui et puis peut-être un modèle d'un client qui avait commencé en version 6 ou en version 7? Donc, je vais essayer de brosser les grosses différences en fait. Hein. Donc, depuis la version 9, il faut savoir que les plus grosses évolutions, elles se sont faites sous un angle métier. Donc, on a dit, on n'est plus une boîte à outils, on va essayer d'apporter du métier dans le produit. Et ça, c'est super important. On est passé d'une solution qui avait vocation à être plutôt customisée vers une solution qui a plus vocation à être directement exploitée et diffusée dans la société, sans interdire sa customisation. Ça, c'est aussi important. Et là, je vous ramène à la notion de PAC qui vous ont déjà été expliquées, sur lesquelles vous pourrez un peu reconsulter le commerce, éventuellement pour précision. Donc, les évolutions marquantes, c'est quoi? C'est le modèle de données qui a beaucoup évolué, et notamment vis-à-vis de la CAO. C'est-à-dire que la CAO, on ne la voit plus vraiment comme un outil de production de nomenclature et de documents CAO. D'accord? Elle est plus vue par ça. C'est rattaché à un conteneur article. Et c'est l'article qui, lui, va sortir du périmètre du bureau d'études et sera échangé avec les ERP. Ensuite, sous un article, on va rattacher une spécification, des fiches de caractéristiques, un plan, un 3D. D'accord? Mais on ne va pas dire que le plan, il est plus important que la définition technique.
En fait, c'est l'article va fédérer l'ensemble des documents qui vont le qualifier lui-même. OK? En gros, c'est plus la pièce qu'on a dessinée dans SolidWorks qu'on va envoyer à l'ERP. La pièce qu'on a dessinée va créer un article et c'est l'article qu'on va envoyer à l'ERP. Gilles, si je peux me permettre, cet article, c'est un article. On a ensuite, dans les évolutions marquantes, mis en place cette interface apps pour permettre la diffusion au-delà du monde du bureau d'études. C'est vrai qu'historiquement, Odros, et maintenant Visatif PLM, est plutôt attaché au monde du bureau d'études. On est rentré, entre guillemets, chez les clients par le biais du monde du bureau d'études majoritairement. Par contre, on a vocation à diffuser l'information au-delà du bureau d'études. Puisqu'en fait, on ne travaille pas tout seul dans un bureau d'études, on a plein de partenaires, des acheteurs, des monteurs, du service client, enfin tout ce que vous voulez. Ensuite, on a embarqué des nouveaux modules plus métiers. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'automatisation des traitements entre les relations CAD, articles et nomenclature. C'est ça, quand on parle de module PLM, c'est de ça qu'on parle. Il était hors de question de dire aux gens, quand vous avez fait votre pièce en CAO, maintenant, vous créez un article, vous rattachez votre plan à la pièce, et c'est pas possible. Donc, on a mis en place des automatismes avec des règles métiers qui permettent de piloter, en fonction des statuts, automatiquement des créations d'articles. On a pris en compte les concepts de CAD-BOM, IBOM et l'X-BOM en général. D'accord? Donc, la CAD-BOM, c'est ce qui sort de la CAO. La IBOM, c'est la nomenclature engineering qui contient la définition technique du produit. Et l'X-BOM, ce sont toutes les déclinaisons. On met X parce que ça peut être S-BOM, P-BOM, Purchase BOM, donc Service BOM, N-BOM. Ce sont toutes des déclinaisons de nomenclature qui vont associer les mêmes articles, mais avec des règles de métier différentes. Ensuite, on a intégré dans ces nouveaux modules de métier les ECR, les ECO et puis bientôt les ECN pour faciliter le suivi, la traçabilité et la mise en place des modifications. Et on a évolué sur les interfaces ERP comme on a pu vous le présenter sur l'atelier précédent. Le nouveau modèle de données, donc là je vois que l'heure tourne, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais le nouveau modèle de données montre que là où vous aviez en bleu la partie CAO qui pilotait tout, aujourd'hui, vous retrouvez tous les articles qui sont en vert, rattachés à la CAO, toutes les déclinaisons en orange qui sont les différentes nomenclatures qui elles-mêmes pilotent des articles. D'accord? Le tout étant rattaché en fait à des projets. Donc c'est cette notion-là, c'est toute la partie verte d'articles et orange de nomenclature qui est arrivée pour la partie PLM. Pour la partie gestion des modifications, c'est tout un module qu'on appelle le Change Management qui va s'appuyer principalement sur les articles pour en fait piloter la modification. Je vous passe les détails, si vous avez besoin, on pourra en rediscuter dans un deuxième temps. Maintenant, quand on va aborder une migration fonctionnelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier les réels porteurs et les sponsors des changements, parce que c'est un projet d'entreprise. On ne peut pas parler d'immigration fonctionnelle uniquement dans un périmètre bureau d'études, c'est hors de prix. Il faut qu'on parle de projet d'entreprise. On va se fixer des objectifs, d'accord, et on va les prioriser. Ensuite, en fonction des objectifs, on va identifier les étapes obligatoires pour la mise en œuvre de ces objectifs. On va identifier les reprises ou abandons de spécifiques existants, par exemple, pour des clients qui ont fait du spécifique. Identifier les impacts extérieurs. Ben, si je fais évoluer mon fonctionnel, c'est quoi vis-à-vis d'un GDM, vis-à-vis d'un ERP, c'est quoi comme impact? On va faire une migration technique. On va installer un composant, peut-être installer un environnement d'évaluation du standard actuel pour challenger la solution, pour dire oui, c'est bien beau, il nous parle de IBOM, de MBOM et compagnie, mais en réalité, est-ce que c'est vrai qu'il y a un avantage? On peut aussi passer donc par une étape d'installation du standard et une étape de challengement je ne sais pas comment on dit, j'ai un bout de trou. Et une étape de validation de la solution. Ensuite, on va faire évoluer son modèle de données peut-être par étape, pour dire on va mettre d'abord des articles, puis les IBOM, puis les XBOM. Donc en fait, on va identifier et évaluer les quick wins. Donc l'idée, c'est de dire comment je peux amener mon produit à évoluer, même dans le cadre du fonctionnel, mais étape par étape. Parce que je ne peux pas me payer sur 6 mois tout l'investissement qu'il faut, aussi bien en achat qu'en investissement interne, puisqu'on oublie souvent, mais quand on fait de la prestation achetée, derrière, ben, vous avez aussi des ressources internes à mettre à disposition pour travailler. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper, si on peut,
Et puis derrière, on va découper pour faire des mises en œuvre étape par étape. Ou alors, on va peut-être préférer dire, on change tout. Et un jour ou l'autre, on appuie sur le bouton et on fait une bascule complète. Par contre, dans ce deuxième cas, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire que pendant longtemps, on ne voit rien venir, on dépense des sous. On n'a pas de retour sur investissement. Donc, en termes de méthodologie, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu comment ça peut se passer. C'est qu'un exemple de mise en œuvre. Donc, je vous inviterai à le détailler, mais en gros, on va dire, on va d'abord peut-être installer un nouveau serveur. On va on va se former aux évolutions parce qu'on ne les connaît pas. On va mesurer les écarts fonctionnels entre le nouveau produit et l'existant, d'accord? Et on va chiffrer le retour sur investissement. Ça, c'est l'accompagnement qu'on peut faire. Derrière ça, on va faire de la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est qu'on va faire de la préparation, mettre des règles de conversion, on va faire un travail, en fait, où là, vous avez besoin qu'on vous accompagne pour vous aider à migrer votre modèle vers les nouvelles fonctionnalités. D'accord? Et ça, c'est une proposition. Alors, c'est juste à titre d'exemple, en fait, mais en gros, en atelier, quand on veut faire une migration, on doit se poser ce genre de questions-là. OK? J'essaie d'aller un petit peu vite pour respecter à peu près le délai. Hein, Laurent, tu vois que je n'ai pas trop débordé. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Il y a des questions, toi? J'avais un commentaire tout à l'heure, mais tu n'as pas entendu. C'est la notion d'article que tu évoquais. C'est bien au sens d'article. Est-ce que tout est clair pour vous? Ou est-ce que vous avez des sujets en cours? Des perspectives de mise en place? Pas? Est-ce que ça vous aide, ce genre d'explication, par rapport aux problématiques de migration? Ou pas? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à parler, on est là pour ça. Hein. Est-ce que tu m'entends, Gilles? Moi, je t'entends, Laurent. C'est Gilles qui t'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je pense qu'il ne nous entend pas. Bon, maintenant. Pas de questions? Je crois qu'il n'entend personne. Ouais. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà, qui sont en réflexion sur ces sujets de migration? Je sais que Audrey, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en cours de réflexion là-dessus? Ah, on ne vous entend pas? Ah, il y a peut-être un problème là. C'est un problème dans le son, parce que moi je te parle depuis tout à l'heure. Ah, oui. Personne n'entend, mince. Bah, c'est toi qui as le micro. Alors, attendez, vous peut-être pas. coupé. J'ai peut-être mon son qui est coupé. Après, vous avez la capacité de poser des questions dans le chat également. Ça devrait être mieux comme ça. Là, est-ce que quelqu'un peut parler, que je vois si Là, je tu nous m'entends? entends Ah, ça y est, purée. Super. Je me disais, s'il n'y a pas de questions, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est de ma faute. En fait, j'ai dû faire un monologue. Je vous invite à m'interrompre et vous ne pouvez pas m'interrompre. Ça, c'est cool, ça. Donc le commentaire que moi j'essayais de faire depuis quelques temps, c'était concernant les articles. En fait, il faut bien insister dans le modèle de données que c'est un article au sens du PLM, mais certainement pas un article CAO. C'est la grande différence et le gros apport du modèle de données. Exactement. Ça, c'est en fait, ça, c'est au niveau de la fonctionnalité PLM. Ça, c'est la grosse différence. Elle apporte plusieurs avantages. D'abord, c'est de mettre un petit peu les choses au même niveau. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison qu'une spécification technique d'un produit soit plus importante quand si vous achetez, par exemple, qu'un plan qu'on a produit. D'accord? Un plan de fournisseur est aussi important qu'un plan qu'on a produit. Donc, du coup, l'article permet de fédérer tout ça. Et puis surtout, en termes de cycle de validation, on peut très bien avoir validé son design CAO, mais par contre, on a besoin dans l'article de valider, je sais pas moi, des coûts d'achat, et c'est une autre équipe qui va prendre le relais pour peut-être compléter les informations. D'accord? Donc, ça va nous permettre en fait de revoir la liste des données qu'on met dans la CAO par rapport à la liste des données qu'on va mettre dans l'article. Je vais donner un exemple tout simple. Je fais de la tôlerie, je fais des pièces, et puis je vais les peindre des fois en bleu, des fois en vert. Je peux très bien envisager de dire, ben, je dessine non peint, et je vais décliner avec la même CAO, le même plan, plusieurs articles, mais qui auront l'attribut couleur, qui va me dire, eh ben voilà, celui-là, il est peint selon telle gamme, parce qu'il est bleu, ou telle gamme, parce qu'il est vert. Alors tout ça, ça vise à quoi? Ça vise principalement à dire, on va essayer de ramener la partie dessin à ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire uniquement faire du design, et puis tout ce qui est périphérique au dessin,
on va le rattacher plutôt à l'article. La gamme de fabrication, on va plutôt la rattacher à l'article. Même si parfois, le plan de montage, le plan de tout ce que vous voulez, vous allez quand même le faire en CAO. Okay, ça, c'est quand même important. C'est aussi important dans le cadre où vous êtes des fois, les gens, ils sous-traitent de la CAO. Donc, vous allez recevoir des liasses de plans. La liasse de plans, vous n'allez pas forcément avoir tous les natifs. Donc, vous allez avoir que des plans. Donc, vous allez les rattacher à l'article. Vous voyez? Donc, c'est toutes ces notions-là qui permettent en fait de voir les choses un petit peu différemment. Et l'article permet aussi de regrouper ce qui vient de plusieurs sources CAO, que ce soit différentes sources de CAO mécaniques, mais aussi des CAO électriques. Exactement. Ça permet de les regrouper et directement dans une arborescence d'articles au sens IBOM, on retrouve l'ensemble de la définition, ce qui vient des différentes sources. Donc que ce soit fait en interne ou alors qui viennent des fournisseurs. Je sais qu'on a des clients, peut-être c'est le cas parmi vous, mais il y a des clients qui mettent dans la CAO des articles vides, entre guillemets, qui vont représenter la graisse, l'huile, la peinture, tout ce que vous voulez, uniquement parce qu'on veut le voir dans la bombe. Bon, à ce moment-là, on ne se pose pas la question de la même façon, on ne met pas ces éléments dans la CAO, parce qu'ils n'ont rien à y faire, on va uniquement les mettre en tant qu'articles, qui sont des articles achetés, mais pas des articles dessinés, pas conçus. Donc tout ça, nous permet en fait d'aborder la problématique du dessin un petit peu différemment. Ensuite, dans la mesure où on est sur des articles et des liens de nomenclature entre articles, pas contraints par la CAO, on peut mettre en place des configurateurs ou mettre en place des évolutions de nomenclature sans trop se préoccuper de la construction CAO. On a besoin de se préoccuper de la CAO quand on a besoin d'avoir le plan. D'accord? Il est 15h03. Ah, une question. Oui. Une question. Oui, moi j'en avais une. Le sourcing, par exemple, là-dedans, on le place sous parce que nous, on est fabricant de véhicules dans la mobilité, et par exemple, on a besoin d'un compresseur. Alors le BE, il s'en fout du compresseur qu'on va sélectionner. Alors ça revient au sourcing pour sélectionner le compresseur, mais par exemple, le support l'attache du compresseur, d'un tout petit compresseur sur le support sur le véhicule, il faut qu'il revienne au BE pour pouvoir avoir les entraxes et les trous de fixation à percer pour pouvoir le monter. Et je voudrais voir, sur votre schéma, là, on l'intégrerait où et comment en fait, on pourrait le gérer ce sourcing. Voilà. Ce qu'on va faire, en fait, c'est quand on a besoin de faire des définitions techniques sur des alternatives de sourcing, on va dire, en ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que la partie bureau d'études va faire le dessin, entre guillemets, de l'ensemble moteur plus bride, va le définir parce qu'elle l'a validé dans l'environnement. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on est capable de déclarer, donc c'est ce qu'on voit sur la partie ici, là, les articles, les équivalences d'articles, je ne sais pas si vous voyez ici, là, on va dire, ben voilà, je peux, dans mon produit, intégrer, je déclare que ce sous-ensemble-là a comme équivalent celui-là. Ça veut dire que je peux très bien dire, parce que j'ai changé, parce qu'il y a pas des problèmes de sourcing, mais aussi des problèmes d'obsolescence. J'étais sur un moteur Leroy Sommaire avec un moteur éditeur d'une valeur, avec une bride de montage. Je change de fournisseur, je passe sur un autre fournisseur de moteur, avec un réducteur qui forcément est légèrement différent, donc je vais devoir changer des poulies, je vais devoir changer quelque chose dans ma machine ou dans mon équipement, et je vais l'adapter à mon équipement. Donc, c'est-à-dire qu'on va déclarer des sous-ensembles équivalents entre eux. Et à ce moment-là, dans la MBOM, donc nomenclature produit, mais liée au contexte affaires, d'accord? Donc, c'est la partie qu'on voit ici. On va dire, pour cette affaire-là, je vais remplacer ce sous-ensemble-là par celui-ci parce que techniquement, il a été validé en interchangeabilité. Alors, c'est une notion, je n'ai pas trop parlé ici, mais quand on parle du PLM, cette notion-là est aussi importante. Là, on parle de choses qui sont un peu complexes, de sous-ensembles, mais typiquement, je prends un roulement. Moi, j'ai envie, en tant que concepteur, dans la mesure où il n'est pas spécifique, de mettre la référence ISO. Et puis après, ce sont les acheteurs qui vont se débrouiller à acheter chez SKF, chez NTN, chez qui ils veulent, dans la mesure où ils respectent des qualités. Un niveau de qualité. La visserie, c'est pareil. Enfin, il y a un tas d'éléments en fait où le bureau d'études n'a pas besoin d'imposer sa conception. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours obligé de passer par la case CAO pour valider un produit.
On peut très bien faire des validations partielles de sous-ensembles et gérer des interchangeabilités. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Et tant qu'ils remettent le micro. Votre micro est coupé. Je ne sais pas qui c'est qui parlait là. C'était Jérémy. Oui, Jérémy, votre micro est coupé. Ah, je sais pas. J'espère que j'ai répondu dans tous les cas. Bon, il est 15h07. Un grand merci Fadel et Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est qu'on s'arrête là pour cet atelier et qu'on se retrouve dans la salle de réunion principale, entre guillemets, pour faire un tour de table et voir et partager les questions tous ensemble sur cette journée. Voilà, Mathilde nous a renvoyé le lien pour rejoindre cette salle. Merci. Merci à vous tous. À tout de suite.